tu sais, tantôt, je parlais de véhicules très lourds. J'ai un ami à moi que, malheureusement, dans un exercice, a pilé avec son véhicule blindé. Pour ceux qui connaissent ça, c'est un VBL3. C'est un véhicule avec 8 roues, 8 grosses roues, un canon. Attends un peu, on va aller voir dans... Là, aujourd'hui, ils sont rendus avec des versions un peu plus aguerries. Là. Le VBL3, à l'époque, était flambant neuf. Et mon ami... C'est un VBL? VBL3. De VBL, troisième génération. Aller dans la control room. VBL3. Oui, c'est un véhicule où est-ce qu'il y a un canon de 25 mm qui fait une rotation à 360 degrés. Il y a caméra de tir sur ça, stabilisateur. C'est tout un véhicule. Ah ouais, on le voit là. Et malheureusement, un de mes amis a accidentellement, dans un exercice, pilé sur le corps d'un soldat. Et non. Ça l'a changé sa vie à jamais. Ah non, fait que là, aujourd'hui, genre, il est paralysé, quoi? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé de la victime. Définitivement, de ce que j'ai pu entendre, n'était pas capable de pratiquer son métier à nouveau. Je sais pas du tout. Puis si cette personne-là est encore avec nous aujourd'hui, je veux qu'il sache que tout le monde était comment je pourrais dire ça. Tu sais, il arrive des accidents en exercice. Ça l'arrive, ça fait partie du métier, ça fait partie du risque, mais on n'est pas insensible à ce que la famille a pu vivre ou ce que lui-même les souffrances qu'il peut avoir eu. Ce que je veux dire, c'est que mon ami, de façon accidentelle, a fait ça, puis aujourd'hui, sa vie est plus la même du tout. Ouais, lui-même, en tant que chauffeur, plus jamais. Ouais, c'est ça. Quand t'as fait ça. La culpabilité, les images, c'est un traumatisme, tu sais, d'avoir brisé la vie de quelqu'un, même si c'était de façon accidentelle, involontaire, et que les risques existent en opération ou en exercice. Toi, t'as-tu eu des traumatismes quand t'es sorti? T'avais-tu des affaires à régler dans ta tête quand t'es sorti? Moi, j'ai été diagnostiqué avec un syndrome post-traumatique. Je savais que j'avais un syndrome post-traumatique, j'étais aux forces spéciales. Et je rencontrais le psychologue parce que j'avais de la difficulté à fonctionner. Quand je parle de difficulté à fonctionner, cauchemar, hypervigilance, mais de façon accrue. J'avais d'autres signes et symptômes. J'étais aussi au bout du rouleau, probablement dans une dépression. Puis je me rappelle, j'étais encore en service, puis je dormais en petite boule à terre. À quel point que j'avais plus d'énergie. J'avais de la misère à transporter ma poche d'hockey sur mes épaules. J'étais rendu là, mais je voulais quand même continuer à servir, je voulais continuer à travailler, puis aux forces spéciales, c'est la même chose. Dis pas tes bobos. Tu t'en parles pas à personne, tu continues à être fonctionnel. T'as une question d'image là-dedans. C'était-tu dû à du surmenage ou c'est parce que t'as vu des trucs les deux. Ah ouais? Ah, oui. T'as vu puis t'as vécu des trucs traumatisants? Oui, exactement. On va en parler à la fin du podcast, mais les gens veulent savoir si j'ai déjà... on est rendu là. On est rendu. Vous allez l'avoir, votre réponse. Ouais, c'est ça. T'as vécu des affaires des affaires traumatisantes dans l'armée? Oui. Et c'est drôle parce que c'est comme si ça a été un crescendo, les histoires qui me sont arrivées. Je t'en ai raconté une qui s'était passée en 2004 où est-ce que on se pointait les armes dessus, puis il y a eu une escalade de la force, c'est ça. Je pensais que c'est là que j'allais vivre mon baptême du feu. Mais mon baptême du feu, je l'ai vécu à Kandahar. En premier, en me faisant tirer dessus, mais de façon indirecte avec les roquettes. Tantôt, je t'ai parlé de ça. Et aussi de façon directe, ça pouvait être des tirs isolés dans notre direction qui passaient au-dessus de notre tête. Puis ça, tu le sais parce que, puis pour ceux qui ont servi, on le savoir, puis les policiers, c'est quand ça passe au-dessus de ta tête, ça fait un genre de crack. Donc, tu sais que c'est la balle qui passe à la vitesse du son au-dessus de ta tête. Fait que t'entends que il y a quelqu'un qui tire en ta direction. Tu peux pas voir d'où est-ce que la balle vient. Mais ils ont tiré en ta direction, puis ça aurait pu ouais. Et ça, des tirs de roquettes du RPG-7 aussi. Parce que en ma direction, avant de vivre mon vrai baptême du feu, où est-ce que on a été pris en embuscade. Puis pour ceux qui connaissent ça, les embuscades, c'est souvent, ils vont bloquer l'avant et l'arrière d'un convoi. Puis après ça, ils vont converger tout le feu en ta direction. Puis là, on parle de mortier, on parle de missiles anti-chars, on parle de tirs AK-47, mais d'autres types
de calibre en ta direction. Cette fois-là, j'ai eu vraiment peur de mourir. Ah ouais, hein? Vraiment peur de mourir. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait au début. Tu sais, la fraction de seconde au début, là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'entendais comme pleuvoir. Tu sais, c'était ça le son, mais c'était le son des balles qui frappaient les vitres blindées de mon véhicule. C'était quoi? Vous étiez dans quel genre de véhicule? C'était un véhicule, le Nayala. Je sais pas si tu veux aller chercher ça. C'était là-dedans dans le véhicule que j'étais. Gardez en tête le VBL3 parce que au terme de cette journée-là, j'ai fini la journée dans le VBL parce que mon véhicule était mobility kill dans le sens qu'il avait été détruit au niveau de l'armement puis il était plus en condition de rouler. Ça faisait partie de la visite de Peter MacKay, qui était ministre de la Défense nationale, si je ne m'abuse dans ce temps-là. Il venait faire une visite aux troupes et c'est là où est-ce qu'on a été pris pour cible. OK. Fait que t'étais là-dedans, fait que t'étais dans ce camion-là, puis vous rouliez, admettons, sur une route, puis à un moment donné, barrage en arrière, il y a du monde qui sont sortis en arrière, barrage en avant, il y a quelqu'un qui est sorti en arrière, qui a bloqué le derrière, puis là, vous étiez poigné puis là, vous étiez poigné en sandwich. En sandwich. Le tir direct, le tir indirect, tout ça est autour de moi. Encore une fois, la pluie de balles dans mes vitres, je vois que mes vitres ont de plus en plus de balles, puis je le sais que des vitres par balle, de par ma formation, peut avoir une faille quand tu tires deux fois à la même place. Ouais. Donc, tout de suite, tes mécanismes de défense, ta formation rentre en ligne de compte. Tu te dois de trouver qui tire sur toi, puis avec quoi. Fait que là, dans ce véhicule-là, j'avais un moniteur de tir qui contrôlait une arme .50. Ça, c'était le calibre qu'on avait là-dessus. Avec un stabilisateur pour essayer de trouver dans quelle direction ça tirait. Mais c'est difficile de savoir exactement la direction où ça tire si tu vois pas, exemple, des balles traceuses ou que tu vois pas un signal de fumée ou tu vois pas concrètement la personne qui utilise une arme qui tire dessus. Fait que, puis tout ça se passe dans des secondes, des secondes à dire, OK, Chris, je me fais engager. C'est là. Je suis là, je suis après vivre mon baptême du feu. Mais c'est tellement impressionnant de voir les explosions partout. Puis tu sais, je suis aux premières loges parce que ce véhicule-là est complètement fenestré. Je peux voir toutes les menaces qui convergent sur nous. Tu sais, moi, quand il y a quelqu'un qui parle dans mon dos, je suis une semaine à être triste. Imagine quand tu fais face à quelqu'un qui est engagé, payé, puis il dédie sa vie pour te tuer. Sa mission, c'est de t'éliminer. Ouais. C'est là où est-ce que tes qualités humaines prennent le bord. Et l'instinct prend le dessus. Ben oui, là, Chris, j'étais en crise, Yann, là. J'étais en crise comme... Puis c'est arrivé plusieurs fois où est-ce que j'ai été en crise, où est-ce que ma vie était menacée. Mais j'étais en tabarnak. Puis je le verbalisais à moi-même parce que j'étais tout seul en arrière. Il y avait le chauffeur et le chef de char en avant. Puis j'ai dit, moi, vous trouvez mes calices. Puis là, j'étais sur le joystick, sur le système de tir. Et j'ai réussi à localiser. Moi, ce que j'ai vu, c'est 4 tireurs. Les rapports d'incidents après disaient que c'était probablement les Tchétchènes qui étaient impliqués sur cette opération-là. Beaucoup plus organisés que ce qu'on a pu voir comme conflit, comme bataille en Afghanistan. Tu sais, souvent, c'était des fermiers qui étaient pris en otage pour combattre ou faire des opérations de guerre Non, les Tchétchènes, ils ont des années, ils sont c'est une armée, là, tu sais, là. J'en parle, puis mon cœur bat aussi vite que quand ça s'est... J'ai même un point dans le côté. Mais j'ai réussi à localiser ces 4... En fait, je peux même pas dire que c'est des hommes, parce que c'est 4 masses noires qui sont au-dessus d'un mur et qui tirent. C'est à ce moment-là, j'engage. Et durant l'engagement, je vois que ça tombe là-bas, mais je sais pas si t'as atteint. Si j'ai atteint. Moi, je pense que j'ai atteint parce que c'est un système de tir très performant, mais tu le sais jamais. OK. Tu le sais jamais. Puis ça continue à tirer. Puis ta job là-dedans, c'est de te sortir de l'embuscade. Ouais. Donc, tu réponds par le feu, puis après ça, tu sors de la zone. Tu sais, t'es pas là à établir surtout dans la mission qu'on avait,
les ordres étaient on tire sur le feu, puis on décrise de là.